Donc ce soir, on va repiocher une carte. J'espère qu'on va pas retomber sur le même, sinon je repiocherai. Oh, c'est les temps modernes, je crois. J'aime pas cette époque. Du coup, c'est la même couleur, on est d'accord? Ouais. Ben, c'est l'époque contemporaine des 30 glorieuses à aujourd'hui. Bon, en soi, c'est bien qu'on connaisse toute l'histoire. Donc on va lire ça. Allez, tu t'installes confortablement. Moi je vais couvrir un peu la lumière, comme ça tu es un peu plus dans le noir. Et on lit ça. Ok. Et ensuite, on prendra les petites cartes. Je vais essayer de les prendre toutes. C'est vert la couleur, c'est vert foncé. Vert foncé, vert foncé, vert foncé. Les questions, je ne te les pose pas, mais je te lis les réponses comme ça. Ça rentre dans ta tête. Hop là. Voilà. T'es mieux là, je pense. Hein. Donc c'est parti. Allez, hop, hop, hop. La quatrième République, le rêve et la réalité. En 1944, les Français rêvent de construire une France nouvelle, unie comme dans la Résistance et où chacun aurait le nécessaire. La quatrième République essaie de réaliser ce rêve, mais les guerres coloniales le brisent. Une nouvelle République. Les Français manifestent le désir d'une république sociale fondée sur les grandes libertés de 1789. Très vite, la constituante élue en octobre 1945 entre en conflit avec De Gaulle, partisan d'un gouvernement fort. La rupture est consommée le 20 janvier 1946 avec la démission de ce dernier. Le 13 octobre 1946, les Français approuvent la constitution de la quatrième République, marquée par le pouvoir des députés de l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel. Ceux-ci peuvent à chaque instant retirer leur confiance au président du Conseil. Les gouvernements, comme l'a prévu le général, sont donc très fragiles. En 1947, l'année cruciale. Poussé par Joseph Staline, le Parti communiste rompt l'alliance gouvernementale qui existe depuis la libération. Les ministres communistes sont démis de leurs fonctions le 5 mai 1947. Une scission syndicale intervient alors, qui conduit à la création de forces ouvrières et à de grandes grèves à caractère révolutionnaire. Des émeutes, des sabotages et de graves incidents sont signalés dans les mines et les chemins de fer. Les socialistes Jules Mock, appuyé par Robert Schuman, doit employer l'armée et les compagnies républicaines de sécurité épurées pour rétablir l'ordre et sauver la jeune République. Instabilité et troisième force. Face aux adversaires que sont les communistes et les députés RPF, l'Alliance des forces centristes soutient la nouvelle République. On y trouve les socialistes de la SFIO, les modérés du MRP et des partis issus de la résistance. Mais cette alliance est fragile, car les participants s'opposent sur la question de l'école ou de la politique économique. La durée de vie moyenne d'un gouvernement est de 6 mois et demi. Parmi tous ces gouvernements successifs émerge
une reconstruction planifiée. Entre décembre 1944 et mars 1946, le gouvernement provisoire est amené à nationaliser de larges pans de l'économie. De cette époque datent les entreprises publiques d'énergie, Charbonnage de France, EDF et GDF, des banques et des compagnies d'assurance, Crédit Lyonnais, Société Générale, PNCI, et des sociétés qui ont collaboré comme Renault ou Perrier. Les partis qui soutiennent le gouvernement souhaitent une intervention de l'État dans l'activité économique. Le plan, inspiré de la pratique soviétique, devient l'outil qui doit permettre de reconstruire l'économie française. C'est l'objet du premier plan dit de reconstruction. Plus tard, un deuxième dit de modernisation a pour but de rattraper les retards. Le plan Marshall. Lors d'une conférence donnée à l'université d'Harvard, le 5 juin 1947, le général Marshall présente un programme européen de secours, appelé familièrement Plan Marshall. C'est un effort financier consenti par les Américains pour aider à la reconstruction de l'Europe. Il s'agit d'aider à contenir la menace communiste, de développer l'économie américaine et aussi d'éviter une crise débouchant sur la guerre en Europe. Étalée sur 4 ans, cette aide représente quelques 13,5 milliards de dollars qui vont permettre aux Européens de l'Ouest, ceux de l'Est ont dû refuser sur ordre de Joseph Staline, de relever leur pays et de connaître une longue période de prospérité. La France en a reçu un cinquième, soit environ 2,6 milliards de dollars. La Cinquième République. Entre 1954 et 1962, la guerre d'Algérie provoque horreur et massacre de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est au cours de cette période, en 1958, que De Gaulle revient au pouvoir après une traversée du désert. Cette année est marquée également par la naissance de la Cinquième République. Durant les années qui suivent, le président s'efforce de relever le prestige de la France amoindri par la Seconde Guerre mondiale. Une nouvelle constitution. La Cinquième République reste un régime parlementaire puisque les ministres sont responsables devant l'Assemblée nationale. Mais le président de la République est la clé de voûte du système. Il a des pouvoirs étendus puisqu'il est élu pour 7 ans, qu'il nomme le Premier ministre, peut dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui entraîne de nouvelles élections de députés, organiser un référendum, consultation des Français sur un sujet avec vote par oui ou non, et peut obtenir les pleins pouvoirs en cas de crise majeure. Décolonisation en Afrique. La décolonisation de Madagascar et de l'Afrique noire est réalisée sans crise. La Constitution de 1958 établit une communauté entre la France et ses anciennes colonies africaines. Seule la Guinée refuse le statut d'État membre de cette communauté et accède aussitôt à la dépendance. La République malgache et les États d'Afrique noire deviennent indépendants en 1960, mais signent des accords de coopération avec la France. L'indépendance nationale. Le général veut exalter la grandeur de la France et lui faire jouer un rôle de premier plan. Il décide donc de se lancer dans une politique étrangère ambitieuse, indépendante des deux grands, les États-Unis et l'URSS. En 1961, la France met au point l'arme atomique. En 1966, elle se retire de l'OTAN, traité de défense atlantique dominé par les États-Unis. En 1964, la France se rapproche de l'URSS et reconnaît la Chine populaire. Enfin, le général privilégie les relations avec l'Allemagne fédérale, fondant par la même le socle de la construction européenne.
Dans une France prospère, enfin libérée de ces guerres coloniales, les jeunes étouffent. Ils prennent alors la parole et contestent le pouvoir de leurs aînés. De Nanterre à Paris. L'agitation étudiante démarre à Nanterre le 22 mars 1968. Cette faculté nouvelle, entourée de bidonvilles, est un raccourci des inégalités criantes de la société française. Sa fermeture déplace l'agitation vers Paris. Les arrestations, la violence et les incompréhensions de l'État font basculer la situation. Le 10 mai, une multitude de barricades est dressée, faisant de la capitale le théâtre d'une véritable insurrection. Les accords de Grenelle. Georges Pompidou, Premier ministre, entame des négociations salariales avec les syndicats et le patronat. Un accord est finalement trouvé sur l'augmentation du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, la réduction des horaires, l'abaissement de l'âge de la retraite et l'instauration de la section syndicale d'entreprise. Après un premier refus par la base, l'accord finit par être adopté dans les entreprises. La revanche gaulliste, directement contestée par les étudiants et la jeunesse, De Gaulle, par un discours musclé à la télévision, reprend la situation en main le 30 mai. Le même jour, une gigantesque manifestation de soutien au général montre que l'opinion, laissée des désordres, a basculé. Le travail reprend progressivement dans les entreprises, mais 68 est bien terminé. Le départ de De Gaulle. Un an plus tard, soucieux de ranimer un pouvoir usé, De Gaulle demande par référendum au pays l'approbation d'un texte destiné à réformer le Sénat et à mettre en place une régionalisation. Le non l'emporte par 53% des voix, et le soir même, dans la nuit du 27 au 28 avril 1969, le général démissionne de ses fonctions de président de la République. Il se tiendra désormais à l'écart de la vie politique et meurt le 9 novembre 1970. De Pompidou à Sarkozy. Après la démission de 1969 de Charles de Gaulle, 5 autres présidents lui ont succédé jusqu'à aujourd'hui. Georges Pompidou, d'abord Premier ministre, il est élu à la présidence de la République le 15 juin 1969, suite au départ du général de Gaulle. Il poursuit la construction de l'Europe en acceptant l'entrée du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark dans le marché commun. Il décède le 2 avril 1974, au bout de 5 années seulement de mandat. Valéry Giscard d'Estaing. Ancien ministre des Finances, il est élu président de la République le 19 mai 1974. Son septennat est marqué notamment par l'abaissement de la majorité à 18 ans et les lois veillent sur le contrôle des naissances et la contraception, ainsi que le choc pétrolier de 1979. En 2001, il devient président de la Convention sur l'avenir de l'Europe, dont le projet constitutionnel est rejeté par les Français en 2005. François Mitterrand. D'abord battu aux élections de 1965 et 1974, il devient finalement président en 1981 et est réélu en 1988. Ces septennats sont caractérisés par les lois Defferre sur la décentralisation, l'abolition de la peine de mort ou encore une active politique culturelle, construction du Grand Louvre, de l'Arche de la Défense. Il décède à Paris le 8 janvier 1996.
Sarkozy est élu président de la République le 6 mai 2007. Et il me semble que quand je l'ai eu ce coffret, c'était encore Nicolas Sarkozy. Hop, hop, hop. Ça s'arrête là parce que du coup, c'était Nicolas Sarkozy à ce moment-là, le président. J'espère que cette lecture t'aura plu. Pendant que tu es en train de t'endormir un peu plus, j'ai pris les petites cartes. Allez. En quelle année a été instauré le quinquennat? En 2002, sous Jacques Chirac, la durée du mandat du président de la République passe de 7 ans à 5 ans. Ainsi, le pays élit à la même période le président de la République et les députés. En 2002. Quels ont été les changements dus à mai 68? Après mai 68 se produisent des changements durables dans l'organisation du travail, l'éducation et les rapports enfants-parents. C'est ainsi que les lycées deviennent mixtes et que les étudiants participent à la gestion de leurs facultés. Au cours des manifestations, les femmes ont pris conscience de leur pouvoir. 2 ans plus tard, on assiste à la naissance du mouvement de libération de la femme. Certains des jeunes de mai 68 sont ensuite partis cultiver la terre. Ces néo-ruraux n'ont pas tous réussi, mais leur démarche annonce déjà l'arrivée de l'écologie. Pardonne-moi pour le bruit de la voiture. Comment ont été sanctionnés les collaborateurs après la Seconde Guerre mondiale? Le jugement des collaborateurs, d'abord réalisé par des tribunaux improvisés, est ensuite mené par les tribunaux réguliers. Sur 163 000 personnes jugées, 4% sont condamnés à mort, 8% au travail forcé, 16% à la prison, 25% à la dégradation nationale. Quel mouvement politique a été fondé par De Gaulle en 1947? Le général de Gaulle fonde en avril 1947 un mouvement politique dont l'objectif proclamé est de réformer le régime. Aux élections municipales d'octobre 1947, le Rassemblement du peuple français remporte 40% des voix, notamment dans les grandes villes comme Paris, Lille et Marseille. Qui a donné son nom au plan de reconstruction de l'Europe en 1947. Le général Georges Catlett Marshall. Quel président était l'homme du 18 juin? Le général, comme l'appellent ses proches et ses partisans, est déjà un personnage historique, l'incarnation de la résistance. Mais Charles de Gaulle a aussi une carrière politique. Avant la guerre, il a été sous-secrétaire d'État à la guerre. À la Libération, il est nommé chef du gouvernement provisoire de la République française. Il en démissionne en 1946 et fonde le RPF. Quel candidat s'opposait lors des élections de 1965? Elle est opposée au second tour Mitterrand et De Gaulle. Qui était Jean Monnet. Négociant et fils de négociant de Cognac, Jean Monnet a vécu plus de 20 ans à l'étranger. Pendant la guerre, il participe au Victory Programme aux États-Unis. En décembre 1945, il se voit confier le tout nouveau commissariat général au plan.
Fasciné par l'efficacité américaine, il souhaite mettre en place un plan de reconstruction et surtout de modernisation. Pour réaliser ce projet, il associe aux décisions patrons, syndicats et fonctionnaires. Voilà, on a complètement terminé le petit livre et aussi les cartes. J'espère que ça t'aura plu, détendu. Moi personnellement, c'est pas du tout une époque qui m'intéresse vraiment. Même l'époque d'aujourd'hui, c'est un peu comme aujourd'hui en vrai. Et ça me passionne pas. Sur tout ce qui est politique, vraiment. Voilà. Mais en tout cas, j'espère quand même que ça aura pu te détendre et t'endormir. Parce que en tant que Français, nous devons quand même de connaître toute l'histoire de la France, même les plus modernes. C'est quand même important, je dirais, de connaître la culture. Et voilà. Je te souhaite